Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la relation sino-européenne. Lundi dernier, le président chinois Xi Jinping s'est entretenu par visioconférence avec les dirigeants européens. Et aujourd'hui, je vais parler avec notre expert pour analyser les résultats de ce sommet virtuel. Bonjour, Monsieur Ding Fan. Bonjour. Pour donner un peu plus de détails sur cette rencontre virtuelle, on voit que côté européen, il y avait la chancelière allemande Angela Merkel, dont le pays assure actuellement la présidence tournante de l'UE, et le président du Conseil européen Charles Michel, ainsi que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Monsieur Ding, pour vous, quelle est l'importance de cette rencontre virtuelle et quels sont les principaux points à retenir? En fait, ce dialogue est important dans le contexte actuel international parce que la plus grande puissance du monde, les États-Unis, voulait se retirer des affaires du monde pour se retourner vers l'isolationnisme. Du coup, l'Europe et la Chine ont intérêt à maintenir un cadre de gouvernance mondiale basé sur la base du multilatéralisme. Mais le dialogue a prouvé que finalement, de part et d'autre, les Européens et les Chinois ont intérêt à maintenir leur coopération dans un temps difficile de ce monde, qui est l'épidémie. Qui est l'épidémie du Covid-19. Il y a un engagement de part et d'autre d'approfondir leur dialogue et d'engager une véritable négociation pour parachever, pour finir la conclusion d'un accord d'investissement global entre l'Union européenne et la Chine. C'est quelque chose de très important. Il y a à la fois l'engagement de l'Union européenne et de la Chine de faire réussir la négociation sur cet accord de l'investissement. C'est un geste important dans la mesure où le monde entier attend de ce dialogue euro-chinois une espèce d'engagement pour la poursuite de la mondialisation, contrairement à la tendance qui est la déglobalisation. Je pense que de ce point de vue, nous avons réussi, les Européens et les Chinois, à donner une impression que nous avons décidé de poursuivre les efforts de la mondialisation, de la gouvernance mondiale dans bien des écarts, en dépit des différences, parce que au moment du dialogue entre les dirigeants chinois et les dirigeants européens, nous avons aussi discuté des problèmes et des frictions entre l'Europe et la Chine. Évidemment, on n'est pas d'accord sur tous les plans, sur tous les points, mais on veut tout de même maintenir ce dialogue et faire aboutir une négociation importante pour le monde, pour l'Europe et pour la Chine. Donc, c'est selon vous, cette rencontre résulte dans une volonté de travailler ensemble malgré les différences. Oui, très bien, c'est cela. Alors, on voit que les deux parties ont exprimé leur intention de travailler sur des dossiers comme le changement climatique et l'économie numérique, mais on sent aussi et on constate aussi il y a des pressions grandissantes venant des États-Unis sur les dossiers non seulement multilatéraux, mais aussi bilatéraux. Et dans quelle mesure, selon vous, l'attitude des Américains vont-elles influencer la relation entre la Chine et l'Europe? Je pense que à bien des écarts, les États-Unis utilisent des moyens juridiques un peu arbitrairement. Parce que dans la coopération économique entre la Chine et l'Union européenne, il y a des technologies qui impliquent des brevets américains. Alors, le gouvernement Trump menace de sanctionner les pays qui accorderaient
l'utilisation de droits, de brevets, etc., d'utilisation qui utiliserait tant soit peu la technologie américaine. Et là, comme il y a beaucoup de coopération technologique entre l'Union européenne et les États-Unis, un approfondissement de la coopération entre l'Union européenne et la Chine risque d'attirer des sanctions des États-Unis vis-à-vis de la Chine, mais aussi vis-à-vis de l'Union européenne. Ça, c'est quelque chose, une menace réelle que les États-Unis ont fait peser sur les pays européens dans le passé par ce qu'on appelle le long arms jurisdiction, c'est-à-dire une espèce de juridiction de bras longs qui arrive à sanctionner et à punir des pays qui ne sont pas directement concernés. Donc, c'est-à-dire il y aura des influences directes sur la coopération entre la Chine et l'Europe dans le domaine de l'économie numérique. Je pense que oui, parce que dans le domaine de l'économie numérique, les technologies américaines et européennes sont profondément intermêlées. Et sur le plan multilatéral, par exemple sur le changement climatique, on voit que les États-Unis ont retiré de l'accord de Paris. Alors, quelles sont les marges de main-d'œuvre de la Chine et l'Europe pour avancer ce dossier? En fait, l'Union européenne et la Chine se sont engagés dans beaucoup de programmes de coopération pour lutter contre le changement climatique. D'abord, il y a un approfondissement de la coopération financière dans le domaine de ce qu'on appelle finance verte. C'est-à-dire que dans des activités financières liées plus ou moins à la réduction de l'émission carbonique, mais aussi à la protection de l'environnement par la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables, par exemple. Et toutes ces activités plus ou moins vertes ont été financées par des activités financières européennes et chinoises. Et là, il y a une coopération assez approfondie dans le domaine de la finance verte. À part cela, nous partageons aussi beaucoup de technologies dans le domaine de l'énergie renouvelable. La Chine est le plus grand exportateur des équipements éoliennes et des équipements solaires, par exemple, des panneaux solaires, etc., à des pays membres de l'Union européenne. Et l'Union européenne est aussi une grande exportatrice de technologies de l'environnement en Chine. Il y a beaucoup de régions et de villes qui sont en coopération avec des villes européennes pour beaucoup de programmes de protection de l'environnement, mais aussi pour la gestion de l'air, d'eau polluée, etc. Là aussi, il y a beaucoup de projets de coopération. Merci, merci, Monsieur Dingfa. Merci pour vos analyses.